Je ne suis peut-être pas la femme qu'un homme comme vous choisirait, monsieur Valenti, mais je peux aimer vos enfants. Le murmure a traversé l'élégant salon, aussi tranchant qu'une lame. Puis, une autre femme a ri. Elle était venue ici pour s'occuper d'enfants. Elle devrait être reconnaissante que quelqu'un lui ait ouvert le portail. De légers ricanements se sont propagés parmi les autres candidates. Chaque regard était plus blessant que le précédent. L'hiver s'abattait sur le Queens avec sa neige sale, son ciel gris-fer et un vent qui se glissait dans chaque fissure du vieil immeuble en briques, où Madeleine Brooks vivait depuis 6 mois. La chambre qui lui était assignée était si étroite qu'elle pouvait toucher les 2 murs en tendant les bras. Sa seule fenêtre donnait sur une ruelle encombrée d'escaliers de secours et de poubelles débordantes. Madeleine avait 30 ans, des traits doux et des formes généreuses. Cale avait une peau brune et chaude, de grands yeux sombres et des cheveux noirs et épais, qu'elle attachait généralement en un chignon pratique. Il y avait une douceur sur son visage qui inspirait confiance aux enfants effrayés, bien que dernièrement, le miroir reflétait plus d'épuisement que d'espoir. Elle avait autrefois dirigé un petit centre d'aide à l'enfance à Brooklyn. Mais les financements ont disparu et le bâtiment a fermé. Alors, chaque parcelle de sa vie, si soigneusement construite, a commencé à s'effondrer. Ce matin-là, le propriétaire s'est tenu dans le couloir et a annoncé que la propriété avait été vendue. Chaque résident avait 2 semaines pour partir. Madeleine est retournée dans sa chambre, a ouvert son portefeuille en cuir marron usé et a compté 86 $, 2 fois de suite, comme si le chiffre pouvait changer si elle le fixait assez longtemps. À côté du lit se trouvait une vieille valise contenant tout ce qu'elle possédait encore. Elle a passé l'après-midi à postuler à des emplois sur un ordinateur portable emprunté dans la cuisine commune. La plupart des postes exigeaient des références qu'elle ne pouvait plus contacter, des diplômes qu'elle n'avait pas les moyens de renouveler, ou un moyen de transport qu'elle n'avait pas. Juste avant que la batterie ne lâche, une annonce est apparue. Elle venait de Hawthorne Domestic Placement, une agence de personnel d'élite, connue pour servir les familles riches. L'annonce proposait un poste de garde d'enfants à domicile pour un homme d'affaires veuf avec 3 enfants. La disponibilité devait être immédiate. Il n'y avait pas de nom de famille, pas de photo, et aucune explication pour le salaire inhabituellement élevé. Madeleine hésitait, car les agences comme Hawthorne préféraient normalement les jeunes femmes impeccables, avec des vêtements chers et l'accent des écoles privées. Pourtant, elle avait travaillé avec des enfants en deuil, des enfants effrayés, des enfants en colère, et des enfants qui avaient appris trop tôt que les adultes disparaissent. Elle a soumis son CV avant que la peur ne puisse l'arrêter. 2 heures plus tard, une femme à la voix sèche l'a appelée. Elle lui a demandé de se présenter dans un domaine à l'extérieur de la ville, le lendemain après-midi. Le manoir se dressait derrière de hautes grilles d'acier, sur une route enneigée bordée de chênes nus. Des caméras de sécurité suivaient le taxi de Madeleine à son approche. 2 hommes aux larges épaules en costume sombre ont examiné ses papiers, avant de la laisser entrer. Les 2 hommes étaient rasés de près, sans expression, et visiblement armés sous leur manteau d'hiver. La maison elle-même était énorme, construite en pierre pâle et en verre sombre. Pourtant, elle ressemblait moins à un foyer qu'à une forteresse gardée. Dans le salon principal, 4 autres candidates attendaient sous un lustre. Elles étaient toutes plus jeunes que Madeleine, minces, soigneusement coiffées, et vêtues de tailleur à la mode, qui rendait sa robe bleu marine d'occasion terriblement simple. Une femme blonde aux pommettes saillantes s'est présentée comme Cassandra, une ancienne mannequin qui affirmait que les enfants l'adoraient. Une autre, une grande rousse nommée Élise, n'arrêtait pas de vérifier son reflet dans l'écran noir de son téléphone. Les 2 autres parlaient à voix basse jusqu'à ce qu'une gouvernante aux cheveux gris entre et mentionne le nom d'Adrienne Valenti. Aussitôt, leur posture a changé. Tout le monde à New York avait entendu parler de Valenti. Les journaux le qualifiaient de magnat de la logistique et d'investisseur hôtelier, plutôt que ce que les gens murmuraient qu'il était vraiment. L'entretien est rapidement devenu autre chose. Cassandra a demandé si le poste incluait un chauffeur personnel. Élise voulait savoir si les employés assistaient au dîner de charité avec M. Valenti. Une 3e candidate a posé des questions sur la taille de la suite privée, tandis que la 4e se demandait à voix haute si un mariage avec un veuf pourrait être envisageable. Lorsque la gouvernante a mentionné qu'un enfant souffrait de terreur nocturne et qu'un autre avait cessé de parler après la mort de sa mère, Cassandra a croisé les jambes.
Elle a dit qu'elle exigerait le double du salaire pour gérer un traumatisme émotionnel grave. La pièce est tombée dans le silence avant même que les portes ne s'ouvrent. Adrian Valenti est entré sans s'annoncer et chaque femme s'est immédiatement redressée. Il avait 39 ans, il était grand et bâti en force, avec un visage sévère et anguleux, une peau mate et des cheveux sombres coupés courts sur les côtés. Une barbe noire taillée de près accentuait sa mâchoire, tandis qu'une légère cicatrice près de son sourcil droit suggérait une vie bien éloignée des salles de réunion. Son costume anthracite était impeccable, mais rien en lui ne semblait décoratif. Il se déplaçait avec l'immobilité contrôlée d'un homme habitué au danger. Ses yeux gris et froids semblaient capables d'arracher les mensonges d'une personne avant même qu'ils ne soient prononcés. Le deuil l'avait endurci au cours des 3 années qui ont suivi la mort de sa femme, transformant la patience en méfiance et l'affection en une faiblesse qu'il refusait de montrer. Adrian a renvoyé la première candidate après 2 questions. Il a renvoyé la deuxième lorsqu'elle a demandé si ses enfants voyageaient avec lui en Europe. La troisième a duré moins d'1 minute. La demande de compensation supplémentaire de Cassandra lui a valu un regard si froid qu'elle s'est levée avant qu'il ne lui dise de partir. Bientôt, seule Madeleine est restée. Adrian a étudié sa robe délavée, ses chaussures éraflées et son corps arrondi, sans aucune expression. Le silence s'est prolongé assez longtemps pour qu'une vieille humiliation refasse surface. 2 ans plus tôt, Madeleine avait attendu dans un restaurant un homme qu'elle avait rencontré en ligne, croyant que leur mois de conversation signifiait quelque chose. Il lui avait jeté un regard, avait froncé les sourcils, et lui avait dit qu'elle n'était pas le genre de femme qu'un homme qui a réussi voudrait avoir à ses côtés. Le regard indéchiffrable d'Adrian a fait ressurgir chaque mot. Madeleine a baissé les yeux, se préparant à un autre rejet poli, quand un mouvement est apparu près de l'escalier. Une petite fille se tenait derrière la rampe sculptée, serrant un lapin en peluche déchirée. Mia Valenti avait 4 ans. Elle était délicate et pâle, avec des boucles sombres tombant sur ses joues et d'immenses yeux gris gonflés de larmes. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, mais elle ne faisait aucun bruit. La gouvernante a fait un pas vers elle, mais Mia a immédiatement reculé. Madeleine a oublié l'entretien. Elle s'est lentement abaissée sur le tapis pour ne pas dominer l'enfant, en gardant plusieurs mètres entre eux. De son sac à main, elle a sorti une petite trousse de couture qu'elle portait toujours, car les boutons décousus et les manches déchirées étaient courants avec les enfants. « Ce lapin a l'air gravement blessé », a-t-elle dit doucement. « Je pourrais essayer de l'aider, mais seulement s'il me donne sa permission. » Mia l'a fixé pendant un long moment. Madeleine n'a pas tendu la main, n'a pas souri trop vivement, ni exigé de réponse. Finalement, l'enfant a traversé la pièce et a placé le lapin dans ses mains ouvertes. Adrian observait sans bouger. Pendant des mois, Mia s'était cachée des nouveaux membres du personnel et hurlait dès que des étrangers s'approchaient trop près. Pourtant, maintenant, elle se tenait à côté de Madeleine, regardant attentivement la femme recoudre le côté déchiré du lapin avec des mouvements petits et réguliers. Une fois la réparation terminée, Madeleine le lui a rendu sans essayer de toucher l'enfant. Mia a serré le jouet contre sa poitrine et est restée à ses côtés. L'expression d'Adrian ne s'est pas adoucie, mais quelque chose a changé derrière ses yeux. « Pourquoi voulez-vous ce poste ?» a-t-il demandé. Madeleine s'est relevée lentement, consciente que ses mains tremblaient. « Je sais que je ne suis pas le genre de femme qu'un homme comme vous choisirait, » a-t-elle dit. « Mais je ne suis pas venue ici pour être choisie par vous. Je suis venue parce que ces enfants ont besoin de quelqu'un qui ne partira pas quand s'occuper d'eux deviendra difficile. » Adrian a soutenu son regard pendant plusieurs secondes. « Avez-vous peur de moi ?» a-t-il demandé. Madeleine a dégluti. « Oui, mais ma peur n'est pas aussi importante que la peur dans les yeux de votre fille. » Il l'a embauchée avant la fin de la soirée. La gouvernante âgée, Madame Rousseau, a conduit Madeleine à l'étage. C'était une petite femme italienne dans la soixantaine, avec des cheveux argentés, des chaussures pratiques, et la gentillesse fatiguée de quelqu'un qui avait servi la famille assez longtemps pour se souvenir d'années plus heureuses. À mi-chemin dans le couloir, une jeune fille mince aux cheveux noirs et raides est sortie de l'ombre. Victoria Valenti avait 10 ans, mais la raideur de ses épaules la faisait paraître plus âgée. Son visage ressemblait à celui d'Adrian, surtout au niveau des yeux, bien que les siens contenaient de la méfiance plutôt que du pouvoir. « Vous partirez vous aussi », a-t-elle dit froidement. « Elles partent toutes. »
Madeleine n'a pas promis de remplacer sa mère, ni prétendu que la confiance pouvait se gagner en une seule conversation. « Vous n'êtes pas obligé de me croire aujourd'hui », a-t-elle répondu. « Vous devez seulement me laisser être là demain. » Victoria a détourné le regard, mais elle n'a pas répété l'avertissement. Cette nuit-là, Madeleine s'est réveillée au son d'un enfant qui pleurait derrière la porte fermée d'une chambre. Mia ne laissait pas Madame Rousseau entrer, et même Adrian se tenait impuissant à quelques pas de là. Madeleine s'est assise par terre devant la chambre et a commencé à raconter une histoire douce sur un petit lapin qui croyait que l'obscurité pouvait l'avaler s'il fermait les yeux. Elle a parlé jusqu'à ce que sa voix devienne rauque et que les fenêtres commencent à pâlir avec l'aube approchante. Puis la porte s'est ouverte de moins d'1 centimètre. Une petite main est apparue dans l'entrebâillement. Madeleine a tendu la sienne et l'a tenue doucement. Au fond du couloir, Adrian se tenait invisible dans l'ombre, observant la femme qui était entrée dans sa maison avec une vieille valise et aucune ambition cachée. Pour la première fois en 3 ans, quelqu'un était entré dans son monde sans vouloir son argent, son nom ou son attention. Madeleine Brooks voulait seulement s'assurer qu'une enfant effrayée n'ait pas à pleurer seule. Dès sa première semaine au manoir Valenti, Madeleine a compris que la maison ne souffrait pas de négligence au sens ordinaire du terme. Chaque sol brillait, chaque vase contenait des fleurs fraîches, et chaque repas arrivait sous des cloches en argent poli, préparées par un chef privé nommé Antonio Ricci. C'était un homme aux larges épaules dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants, des mains épaisses, et la fierté blessée d'un artiste dont la nourriture était rarement touchée. Pourtant, le manoir semblait plus froid que l'hiver qui pressait contre ses fenêtres. Le petit déjeuner était servi dans une salle à manger conçue pour 30 invités, où Victoria mangeait rapidement tout en vérifiant si Mia avait fini son lait. Léo ignorait son assiette, et Mia disparaissait parfois sous la table. Adrian était généralement parti avant le lever du soleil et revenait rarement avant minuit. Victoria était discrètement devenue la personne qui rappelait à Léo de s'habiller, vérifiait les couvertures de Mia et écoutait les cauchemars depuis la chambre d'en face. Léo passait des heures derrière une porte verrouillée, remplissant page après page de dessins sombres, tandis que Mia rampait toujours sous son lit dès que la maison devenait trop silencieuse. Madeleine a vu immédiatement que changer la famille exigerait de la patience plutôt que de l'autorité. Elle a commencé par le petit déjeuner. Au lieu de laisser les enfants s'asseoir aux extrémités opposées de la table formelle, elle a demandé à Antonio s'il pouvait utiliser la plus petite cuisine. Là, des casseroles en cuivre pendaient au-dessus d'un îlot en pierre et les fours dégageaient une douce chaleur. Antonio a semblé offensé lorsqu'elle a suggéré que les enfants fassent leurs propres crêpes. Mais son expression s'est adoucie quand Mia a ri après avoir renversé de la farine sur le comptoir. Madeleine a laissé la petite fille presser des tranches de fraises pour former des sourires tordus, tandis que Victoria corrigeait les mesures avec une sérieuse concentration. Elle n'a pas dit à Victoria d'arrêter d'agir comme une adulte. Au lieu de cela, elle a demandé comment Léo préférait son lait, et si Mia avait peur quand la bouilloire sifflait. La question a surpris Victoria, car les adultes la mettaient généralement de côté, ou la félicitaient d'être mature, sans comprendre pourquoi elle l'était devenue. Léo était assis au bout de l'îlot, silencieux et méfiant. Mais Madeleine a placé une petite assiette près de lui, sans lui demander de manger. Quand elle l'a trouvé vide plus tard, elle n'a pas célébré ni attiré l'attention sur lui. Elle a simplement refait les mêmes crêpes le lendemain matin. Les jours sont devenus des semaines, et le manoir a changé à travers des détails si petits que personne ne les a remarqués au début. Madeleine a déplacé la veilleuse de Mia plus près du sol parce que les ombres au plafond l'effrayaient. Elle a placé un panier de papier à dessin devant la chambre de Léo, sans jamais lui demander s'il l'utilisait. Elle a permis à Victoria de choisir l'histoire du soir pour ses frères et sœurs. Mais après, elle insistait pour que la jeune fille ait 15 minutes seule pour lire quelque chose qu'elle aimait. Un soir de pluie, Victoria a trouvé Madeleine en train de plier de petits vêtements dans la nursery et a tranquillement admis qu'elle était fatiguée. Ses fines épaules tremblaient, alors qu'elle avouait qu'elle ne pouvait pas se permettre de pleurer. Car si elle cessait d'être forte, Léo pourrait disparaître dans le silence pour toujours, et Mia pourrait ne plus jamais dormir. Madeleine s'est assise à côté d'elle et n'a pris l'enfant dans ses bras qu'après que Victoria se soit penchée vers elle. « Tu n'as pas à être leur mère », a-t-elle murmuré. « Tu as seulement à être une enfant à qui sa propre mère manque. » Victoria a résisté un instant, puis s'est effondrée contre la poitrine de Madeleine, pleurant le chagrin qu'elle avait enfermé en elle depuis les funérailles d'Isabella. Léo exigeait un autre type de patience.
C'était un frêle garçon de 7 ans avec des cheveux sombres qui tombaient sur son front, une peau pâle et des yeux qui semblaient fixés en permanence sur un endroit que personne d'autre ne pouvait voir. Madeleine ne lui a jamais demandé de parler. Elle a commencé à s'asseoir par terre devant sa chambre avec son propre carnet de croquis, dessinant des maisons simples, des lapins et des arbres, laissant toujours la porte ouverte entre eux. Au début, Léo tournait ses pages dès qu'elle regardait dans sa direction. Puis, un après-midi, il a placé un dessin à côté de son genou, sans la regarder. Il montrait une voiture noire entourée de flammes oranges, la silhouette d'une femme derrière le pare-brise et un grand homme debout à proximité. Sur la main de l'homme, il y avait une bague en forme de serpent enroulé. Madeleine n'a rien dit sur le feu. Elle a seulement demandé si la main de l'homme avait été difficile à dessiner. Léo a hoché la tête une fois et est retourné dans sa chambre. Au cours des jours suivants, la même bague est apparue encore et encore, toujours sur la main de la silhouette sans visage, près de la voiture en feu. Madeleine a commencé à se demander si Léo dessinait son imagination ou un souvenir. Mia a changé de manière plus visible. Elle a cessé de dormir sous le lit, après que Madeleine ait laissé le lapin en peluche réparé, garder l'oreiller à côté d'elle. Elle a commencé à attendre chaque soir que Madeleine lui brosse ses boucles sombres, bien qu'elle sursautait encore chaque fois qu'une porte claquait quelque part dans le manoir. Une nuit, après que Madeleine ait fini de raconter une histoire, Mia a enroulé ses 2 bras autour de son cou et a murmuré « Maddie ». Le mot était petit, mais Adrian l'a entendu depuis le seuil de la porte. Il avait commencé à rentrer plus tôt, sans annoncer la raison de son arrivée, d'abord à temps pour le dessert, puis pour le dîner, et enfin avant que les enfants ne s'assoient. Il restait raide en bout de table, sa large carrure portant toujours l'attention d'un homme s'attendant à de mauvaises nouvelles. Mais Madeleine ne lui a pas demandé de converser. Elle interrogeait Victoria sur l'école, invitait Mia à décrire ses dessins, et permettait à Léo d'écouter en silence. Adrian les observait comme s'il regardait une langue qu'il avait connue autrefois, mais qu'il avait oublié comment parler. Le moment qui a finalement brisé le silence est arrivé à cause d'un verre d'eau. Léo a tendu le bras sur la table, a heurté le bord avec sa manche, et l'a fait s'écraser sur le sol. Le son aigu a explosé dans la pièce, et le garçon s'est immédiatement laissé tomber sous la table, se couvrant la tête alors que sa respiration devenait saccadée. Adrian s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Mais quand il a vu son fils trembler, il s'est figé. Il pouvait commander des hommes armés sans élever la voix, mais il n'avait aucune idée de comment franchir les quelques mètres qui le séparaient de son enfant terrifié. Madeleine s'est abaissée à côté de Léo et a commencé à compter chaque respiration dans un murmure calme. Puis elle a regardé Adrian. Lentement, l'homme le plus craint de la pièce s'est agenouillé sur le tapis et a placé sa grande main autour des doigts de son fils. Léo l'a regardé à travers ses larmes, et après presque 3 ans de silence, sa voix est sortie, brisée et mince. « Papa, ne pars pas. » Le visage d'Adrian s'est effondré. Il a pris Léo dans ses bras et a promis, encore et encore, qu'il resterait. Après cette nuit-là, quelque chose a changé entre Adrian et Madeleine. Il ne la regardait plus seulement comme une employée, et elle ne voyait plus seulement l'homme froid qui contrôlait la moitié du pouvoir caché de la ville. Elle voyait l'épuisement sous sa discipline, la culpabilité qui crispait sa mâchoire chaque fois que le nom d'Isabella était mentionné, et la peur qu'aimer quelqu'un finirait par le condamner. Un soir, après que les enfants se soient couchés, Adrian a trouvé Madeleine seule dans la cuisine et lui a demandé pourquoi elle ne s'était jamais mariée. Elle lui a parlé de l'homme qui avait regardé son corps et décidé qu'elle n'était pas digne de se tenir aux côtés de quelqu'un qui a réussi. Adrian a écouté sans l'interrompre, ses yeux gris fixés sur elle avec un sérieux qui la faisait se sentir exposée. « Cet homme ne vous a pas vu, a-t-il dit enfin. Il n'a vu que ce qu'il croyait qu'une femme devrait être. » Madeleine a demandé doucement ce qu'Adrian voyait quand il la regardait. Il n'a pas répondu directement. Il a jeté un coup d'œil vers l'escalier où ses enfants dormaient et a dit « Je vois mes enfants revenir à la vie. » Le manoir Valenti avait recommencé à ressembler à un foyer. Mais la chaleur n'avait pas effacé les ombres enfouies à l'intérieur. Léo parlait maintenant en phrases courtes, riait parfois quand Mia faisait des bêtises au petit déjeuner, et s'asseyait parfois à côté d'Adrian sans se recroqueviller. Pourtant, ses dessins restaient plus sombres que la vie qui revenait lentement autour de lui. Un après-midi froid, Madeleine était assise sur le tapis du salon familial, triant des dizaines de pages en piles soignées, tandis que la neige pressait contre les hautes fenêtres.
Léo observait depuis le canapé, ses épaules étroites enveloppées dans un pull bleu marine, ses yeux sombres suivant chaque mouvement de ses mains. Lorsque Madeleine a soulevé une autre image de la voiture en feu, le garçon a soudainement glissé à côté d'elle et a pointé du doigt l'homme sans visage portant la bague en serpent enroulé. Ses lèvres ont tremblé avant qu'il ne parvienne à prononcer 2 mots. « Oncle Marcus ». Madeleine a senti la pièce devenir incroyablement silencieuse. Marcus Bellini avait visité le manoir assez souvent pour que sa présence semble presque ordinaire. Il avait 45 ans, grand et mince avec des tempes grisonnantes, un visage étroit et des yeux sombres qui paraissaient chaleureux jusqu'à ce qu'on les regarde de trop près. Il s'habillait avec une élégance discrète, parlait doucement aux enfants et se comportait comme un homme qui n'avait jamais besoin d'élever la voix pour contrôler une pièce. En tant que cousin d'Isabella et plus ancien conseiller d'Adrian, il s'était tenu aux côtés de la famille après l'explosion, avait géré les arrangements funéraires et avait aidé Adrian à préserver l'organisation pendant les mois de chaos qui ont suivi. Madeleine n'a pas laissé la peur transformer la suspicion en certitude. Elle a posé le dessin sur le sol et a demandé à Léo ce dont il se souvenait, en gardant sa voix douce et ses mains visibles. Au début, il n'a donné que des fragments. Puis, le souvenir a commencé à revenir en morceaux brisés, qui le faisaient trembler, comme s'il revivait ce matin d'hiver. Léo s'était caché dans la voiture d'Isabella, parce qu'il voulait lui faire une surprise avant l'école. Dessous une couverture sur la banquette arrière, il avait vu Marcus entrer dans le garage souterrain et s'accroupir à côté du véhicule. La bague en forme de serpent sur la main de Marcus s'était accrochée à un fil fin sous la voiture, l'obligeant à l'enlever pendant qu'il travaillait. Isabella avait découvert Léo quelques instants plus tard, l'avait grondé gentiment et l'avait ramené dans la maison. Il se souvenait de son parfum, de la chaleur de sa main et de la façon dont elle avait embrassé son front avant de retourner seule au garage. Quelques minutes plus tard, l'explosion a fait voler en éclats les fenêtres du manoir. Léo n'avait pas perdu sa voix parce qu'il avait vu sa mère mourir de loin. Il l'avait perdue parce que l'homme qui l'avait réconforté après était le même homme qu'il avait vu sous sa voiture. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Madeleine est entrée dans la bibliothèque privée du manoir. La pièce appartenait à une autre époque, bordée d'étagères en noyer sombre, de lampes en laiton et d'armoires verrouillées contenant les archives des entreprises Valenti. Elle a trouvé les dossiers d'Isabella cachés derrière des registres de propriété, dans un tiroir marqué du nom d'une fondation caritative. Isabella avait enquêté sur des dons manquants, des factures portuaires irrégulières et des cargaisons redirigées via des sociétés écrans liées à Marcus. Madeleine a photographié chaque page avec son téléphone et a imprimé des copies dans le bureau avant l'aube. Elle était en train de remettre les originaux en place quand Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un pardessus noir et arborant le léger sourire d'un homme arrivé exactement au moment prévu. Son regard est passé de son visage au tiroir ouvert, puis au papier sous sa main. Il ne l'a pas accusé directement. Au lieu de cela, il lui a dit qu'Adrian ne l'appréciait que parce que ses enfants s'étaient attachés à elle, et qu'une femme avec son passé et son apparence ne se tiendrait jamais aux côtés d'un homme comme Adrian dans le monde qui compte. Les mots ont ravivé une vieille blessure, mais Madeleine a vu quelque chose de plus dangereux derrière eux. Marcus n'essayait pas de l'insulter. Il essayait de lui faire peur pour qu'elle parte. Lorsque Madeleine a refusé de disparaître, l'attaque est devenue publique. Un site de potins a publié des photos d'elle entrant dans le manoir aux côtés d'Adrian et l'a accusée de séduire un veuf en deuil pour accéder à la fortune des Valenti. L'article se moquait de ses vêtements, de son poids et de son passé, tandis que des sources anonymes affirmaient qu'elle manipulait des enfants traumatisés. À la mi-journée, des commentaires cruels et des photos retouchées s'étaient répandus sur les réseaux sociaux. Le Conseil des Valenti s'est réuni dans une salle de conférence privée et a exigé qu'Adrian la renvoie avant que le scandale n'affaiblisse l'autorité de la famille. Le Conseil était composé d'hommes plus âgés qui avaient survécu grâce à la prudence et à la peur, et ils considéraient la réputation comme une autre forme de munition. Adrian a écouté en silence, son expression se durcissant à chaque mot. Puis il a posé son téléphone sur la table polie, l'article visible à l'écran. « Cette femme a fait pour mes enfants ce que tout votre argent et votre pouvoir n'ont pas pu faire », a-t-il dit. Quiconque l'insulte, insulte la famille Valenti. Personne n'a discuté après cela. Adrian est retourné au manoir avec Madeleine, tandis que les journalistes s'entassaient derrière les grilles.
Les flashs des appareils photo éclataient à travers la neige qui tombait, et les questions la frappaient de toutes parts. Madeleine a hésité près de la voiture, se sentant une fois de plus comme la femme debout dans un restaurant, pendant qu'un étranger jugeait si elle était digne d'être vue. Adrian a enlevé son lourd manteau, l'a posé sur ses épaules, et lui a pris la main devant toute la ville. Il ne l'a pas caché derrière la sécurité, ni ne lui a demandé d'entrer par une porte dérobée. Il a marché lentement à ses côtés, défiant quiconque de contester sa décision. Pour la première fois dans la vie de Madeleine, un homme puissant la choisissait publiquement, non pas malgré qui elle était, mais parce qu'il avait vu exactement qui elle était. Ce soir-là, elle a donné à Adrian les documents copiés et lui a raconté ce dont Léo se souvenait. La rage a transformé son visage, mais en dessous se trouvait un chagrin si profond que Madeleine a craint qu'il ne le détruise. Il voulait que Marcus soit mort avant le lever du soleil. Elle l'a arrêté, en lui rappelant que Marcus avait des alliés, des comptes cachés et un accès aux enfants, et qu'un seul acte imprudent pourrait déclencher une guerre au sein de la famille. Adrian a finalement accepté de rassembler suffisamment de preuves pour détruire Marcus complètement. Marcus a compris que le temps lui était compté. 3 jours plus tard, Madeleine a accompagné Victoria à un spectacle d'hiver à son école, croyant que 2 gardes Valenti et une voiture blindée seraient une protection suffisante. Sur le chemin du retour, un camion de livraison a bloqué l'entrée d'un tunnel, tandis qu'un second véhicule les a percutés par l'arrière. Des hommes masqués ont brisé les vitres avant que les gardes ne puissent réagir. Madeleine a poussé Victoria sous le siège arrière et s'est battue de toutes ses forces, griffant le visage d'un agresseur et utilisant son corps pour protéger l'enfant. Mais un coup à l'arrière de la tête l'a plongée dans l'obscurité. Adrian est arrivé quelques minutes plus tard pour trouver le véhicule abandonné, du sang sur le trottoir, le bracelet en argent de Victoria près de la porte et l'écharpe de Madeleine gisant sur la route. Son téléphone a sonné alors qu'il se tenait sous les lumières du tunnel. Marcus exigeait le contrôle des ports Valenti et l'accès à tous les comptes secrets de la famille. Adrian a demandé d'une voix vide d'émotion si Marcus comprenait l'erreur qu'il avait commise. Marcus a ri et a dit qu'il avait pris les 2 plus grandes faiblesses d'Adrian. Adrian a regardé le bracelet dans sa main et a répondu « Non, tu as pris ma famille ». La tempête de neige qui balayait le port de Brooklyn avalait les sons sous un vent rugissant, transformant les rangées de conteneurs abandonnés en ombres imposantes sous des projecteurs vacillants. Au fond d'un vieil entrepôt qui avait autrefois stocké des marchandises importées, Madeleine a lentement repris conscience, les poignets attachés derrière une colonne d'acier rouillé. Chaque mouvement provoquait une douleur à l'arrière de sa tête, là où elle avait été frappée, et le béton froid sous elle aspirait la chaleur de son corps avec une patience impitoyable. À quelques mètres de là, Victoria était assise, attachée à une autre poutre de soutien, son visage pâle strié de larmes qu'elle essayait désespérément de cacher. La courageuse petite fille qui avait passé des années à prétendre être plus forte que tout le monde, avait finalement atteint la limite de ce que n'importe quel enfant pouvait endurer. Des bruits de pas lourds résonnaient dans l'entrepôt, alors que des gardes armés patrouillaient entre des caisses en bois. Pendant ce temps, Marcus Bellini observait calmement depuis un bureau, surplombant le sol, convaincu que chaque mouvement avait déjà été calculé. Victoria ne pouvait plus retenir sa culpabilité. Sa voix tremblait, alors qu'elle murmurait que rien de tout cela ne serait arrivé si elle n'avait pas supplié Madeleine de rester après le spectacle de l'école, et qu'Adrian ne se le pardonnerait jamais s'il mourait à cause d'elle. Madeleine a lutté contre les cordes jusqu'à ce qu'elle puisse se pencher assez près pour poser son front contre l'épaule de la jeune fille effrayée. Elle a parlé avec la même chaleur calme qui avait lentement guéri le manoir au cours des dernières semaines, rappelant à Victoria que l'amour ne mesure jamais le sacrifice comme le fait la peur. Une mère ne protège pas son enfant parce que c'est son devoir, a-t-elle murmuré. Elle protège son enfant parce que l'amour ne lui laisse pas d'autre choix. Victoria l'a regardé dans les yeux avec une incertitude déchirante avant de poser la question qu'elle portait en elle depuis des jours. « Est-ce que tu me vois vraiment comme ta fille ?» Les yeux de Madeleine se sont remplis de larmes. « Je ne pourrai jamais remplacer ta mère, » a-t-elle répondu doucement. « Personne ne le pourrait jamais. Mais si tu me laisses faire, je t'aimerai pour le reste de ma vie. » Victoria a éclaté en sanglots silencieux, avant de se pencher en avant aussi loin que les cordes le permettaient. Pour la première fois, elle a murmuré les mots qu'elle n'aurait jamais imaginé redire. « Maman, Maddie ». Entendre ces mots comptait plus pour Madeleine
que les cordes qui lui coupaient les poignets ou le danger qui les entourait. Une fois Victoria calmée, Madeleine s'est forcée à étudier leur environnement au lieu de céder au désespoir. Des années passées à gérer des centres pour enfants lui avaient appris que la panique empêchait les gens de voir les opportunités. Le long d'un mur, elle a remarqué une vieille armoire de commande électrique alimentant le système de sécurité de l'entrepôt. La rouille couvrait les charnières et de vieux câbles disparaissaient vers des caméras fixées haut sous le plafond. Les ravisseurs l'avaient sous-estimée parce qu'ils ne voyaient qu'une femme ordinaire. Lentement, elle a retiré un fin support métallique caché dans le talon de sa chaussure endommagée. Quelque chose qu'elle n'avait jamais pris la peine de jeter après une réparation des mois plus tôt. Travaillant prudemment derrière son dos, elle a desserré plusieurs fils exposés jusqu'à ce que des étincelles jaillissent brièvement de l'armoire. Les moniteurs de surveillance se sont instantanément éteints. L'alimentation de secours les restaurerait en quelques minutes, mais quelques minutes étaient tout ce dont elles avaient besoin. Madeleine a repéré une étroite ouverture de ventilation à peine assez grande pour un enfant. Après avoir libéré les mains de Victoria, elle a soulevé la jeune fille vers celle-ci et lui a doucement ordonné de ramper dans le conduit de ventilation jusqu'à la salle de contrôle. « Quand tu trouveras le panneau d'urgence, » a-t-elle murmuré, « tire l'alarme incendie. Ne reviens pas me chercher. » Victoria n'a hésité que le temps de serrer la main de Madeleine avant de disparaître dans l'obscurité. À l'extérieur du port, Adrian Valenti était assis à l'intérieur d'un véhicule blindé noir. Ses yeux gris étaient fixés sur le signal clignotant de la montre connectée de Victoria. La neige s'accumulait sur le pare-brise, tandis que des membres loyaux de l'organisation Valenti se rassemblaient derrière lui en silence. Aucun d'eux n'avait jamais vu leur chef comme ça. Sa précision froide habituelle était devenue quelque chose d'encore plus dangereux, une fureur contrôlée aiguisée par l'amour pour sa famille. Parmi les hommes se trouvait Dominic Ferraro, le chef de la sécurité de longue date d'Adrian. C'était un ancien marine, puissamment bâti, au milieu de la quarantaine, avec des cheveux blonds coupés courts, des traits burinés, et la discipline inébranlable de quelqu'un qui avait survécu à des années de combat. Dominic a rapporté à voix basse que des agents fédéraux se mettaient déjà en position après avoir reçu les preuves contre Marcus. Adrian a écouté, sans quitter des yeux l'emplacement de l'entrepôt affiché sur son écran. « Aucune erreur, a-t-il dit. Ma fille rentre à la maison. Madeleine rentre à la maison. Tout le reste est secondaire. » Quelques instants plus tard, l'alarme incendie s'est soudainement activée à l'intérieur de l'entrepôt. Adrian a démarré le moteur avant même que l'écho ne se soit éteint. L'attaque s'est déroulée avec une vitesse explosive. Des véhicules noirs ont fait irruption à travers les portes du port, tandis que la neige était fouettée de côté, sous de puissants phares. Des coups de feu ont éclaté presque immédiatement, alors que les hommes de Marcus tiraient de derrière des conteneurs empilés. Les balles produisaient des étincelles contre les murs d'acier, tandis qu'Adrian avançait dans le labyrinthe, avec une détermination implacable, couvrant ses hommes alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les quais. Au milieu du chaos, Victoria a émergé d'un couloir de maintenance latérale, exactement là où l'équipe de sauvetage de Dominic l'a rejointe. Adrian a serré sa fille dans ses bras pendant un seul battement de cœur avant de demander où était Madeleine. Victoria a pointé du doigt l'entrepôt central avec des mains tremblantes. Adrian a sprinté en avant, seul. À l'intérieur, Marcus se tenait derrière Madeleine, avec un bras enroulé autour de ses épaules et un pistolet fermement pressé contre sa tempe. Le gentleman raffiné qui s'était caché derrière des costumes chers avait disparu, révélant un visage tordu par des années d'envie et d'ambition. Adrian s'est arrêté à plusieurs mètres de distance, alors que Marcus souriait, presque paisiblement. « Lâche ton arme », a-t-il ordonné. Adrian a obéi sans hésitation. Marcus a ri, satisfait que l'homme le plus craint de New York se soit rendu si complètement. Puis, croyant peut-être que la victoire lui appartenait déjà, il a tout avoué. Isabella avait découvert son système de détournement de fonds et appris qu'il avait secrètement vendu des routes maritimes des Valenti à une famille mafieuse rivale. Elle avait l'intention de le dénoncer. Alors, Marcus a placé la bombe sous sa voiture, manipulant ensuite le chagrin d'Adrian pour prendre lentement le contrôle de l'empire de l'intérieur. Chaque mot réconfortant, chaque geste loyal, chaque visite aux enfants en deuil avait été une autre étape calculée vers le pouvoir. Adrian a écouté en silence complet, mais la douleur qui brûlait dans ses yeux était plus profonde que la rage. Marcus a soudainement resserré son emprise sur Madeleine et a appuyé sur la détente. Au dernier instant, Madeleine a frappé le pistolet de ses deux mains,
forçant le canon de côté. La balle a traversé son épaule au lieu de son cœur. Adrian a franchi la distance qui les séparait avant que Marcus ne se remette, le repoussant avec une force écrasante. Les deux hommes se sont écrasés à travers des caisses en bois, échangeant des coups brutaux sans armes. Marcus, réalisant qu'il ne pouvait pas égaler la force d'Adrian, a sorti un couteau dissimulé et a tourné derrière lui pendant qu'Adrian luttait pour retrouver son équilibre. Madeleine, affaiblie par la perte de sang, a remarqué le mouvement en premier. Elle a titubé vers le panneau de commande d'urgence à côté des portes de chargement et a frappé le grand levier d'alarme rouge de toutes les forces qui lui restaient. D'énormes portes de sécurité en acier sont descendues du plafond avec un bruit de tonnerre. L'une d'elles s'est écrasée directement sur le bras de Marcus, faisant tomber le couteau sur le béton. Adrian l'a saisi par le col et l'a violemment projeté au sol. Pendant un terrible instant, tous ceux qui regardaient ont cru que Marcus allait mourir là. Adrian. La voix faible de Madeleine l'a arrêté. Adrian s'est retourné, respirant lourdement, ses poings toujours levés au-dessus de l'homme qui avait détruit sa famille. « Tes enfants n'ont pas besoin d'un père qui choisit la vengeance », a-t-elle murmuré à travers la douleur. « Ils ont besoin d'un père qui rentre à la maison. » Ces mots ont atteint plus profondément que n'importe quelle arme n'aurait pu le faire. Lentement, Adrian a baissé la main. Quelques minutes plus tard, des agents tactiques fédéraux lourdement armés ont pris d'assaut l'entrepôt. Leur commandant, l'agent spécial Daniel Reeves, un grand officier afro-américain aux cheveux ras, aux yeux bruns calmes et avec des années d'expérience dans le démantèlement des réseaux du crime organisé, a personnellement pris Marcus en charge. Il a aussi récupéré les dossiers d'Isabella, les registres financiers et l'aveu enregistré de Marcus. L'empire que Marcus avait passé des années à voler s'est effondré en quelques minutes. Ce n'est qu'une fois le danger passé qu'Adrien s'est souvenu que ses propres blessures n'avaient plus d'importance. Il s'est précipité aux côtés de Madeleine et est tombé à genoux alors que le sang imbibait son manteau d'hiver. Les premiers mots qu'elle a réussi à prononcer n'étaient pas pour elle. Victoria est-elle en sécurité? Adrian pouvait à peine répondre, l'émotion lui serrant la gorge. Il l'a prise dans ses bras, devant chaque soldat loyal qui avait jamais craint de montrer sa faiblesse. « Tu es entré dans ma maison à cause de mes enfants », a-t-il murmuré. « Mais tu n'as jamais réalisé que tu m'as sauvé, moi aussi. » Madeleine a essayé de sourire avant que l'obscurité ne l'emporte. Quand elle a rouvert les yeux, une douce lumière matinale filtrait à travers les rideaux de l'hôpital, et non les projecteurs de l'entrepôt. Adrian était assis à côté du lit, portant les mêmes vêtements que lors du sauvetage. Sa barbe était rêche d'épuisement, après avoir refusé de partir de toute la nuit. De l'autre côté de la pièce, Victoria dormait, la tête posée sur l'épaule de Léo, tandis que la petite Mia s'accrochait obstinément au manteau d'Adrian. Au moment où Mia a vu Madeleine éveillée, elle a grimpé prudemment sur le lit, a enroulé ses petits bras autour de son cou et a demandé à travers des larmes tremblantes « Maman, tu ne vas pas nous quitter, n'est-ce pas ?» Madeleine a levé les yeux vers Adrian. Il n'a donné aucun ordre, n'a fait aucune promesse et n'a offert aucun argument. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, le puissant chef de la mafia la regardait seulement comme un homme terrifié de perdre la femme qu'il aimait. Madeleine a doucement tenu la petite main de Mia et a répondu avec une certitude tranquille « Je reste ». Au retour du printemps à New York, l'Empire Valenti ne ressemblait plus à l'organisation que Marcus Bellini avait tenté de voler. Adrian a parcouru ses structures cachées avec une précision impitoyable, retirant chaque lieutenant qui avait profité du réseau de contrebande de Marcus et fermant les routes utilisées pour transporter des armes et des biens volés. Il a forcé les compagnies maritimes, les hôtels, les entrepôts et les biens immobiliers de la famille à devenir des opérations légitimes, même lorsque les membres plus âgés de l'organisation résistaient à la perte d'argent facile. En collaboration avec les enquêteurs fédéraux, il a fourni des dossiers qui ont exposé les alliés de Marcus et démantelé le réseau rival qui s'était nourri des secrets des Valenti pendant des années. Adrian restait craint, mais la nature de cette peur a changé. Les hommes ne le craignaient plus parce qu'il protégeait l'illégalité. Ils craignaient parce qu'il était devenu impossible à corrompre. Pour la première fois depuis la mort d'Isabella, il construisait quelque chose qui ne dépendait pas de la violence pour survivre. La partie la plus importante de ce changement portait le nom d'Isabella. Adrian a créé la fondation Isabella
pour soutenir les enfants qui avaient perdu leurs parents à cause de la violence et les femmes qui avaient besoin d'un endroit sûr pour recommencer. Madeleine en est devenue la directrice, un rôle qu'elle n'a accepté qu'après qu'Adrian ait promis que son autorité serait réelle plutôt que cérémonielle. Elle a transformé l'un des hôtels abandonnés de la famille à Brooklyn en un centre résidentiel lumineux avec des chambres privées, des salles de classe, une garderie et des ateliers où les femmes pouvaient apprendre la comptabilité, la cuisine, la couture et l'informatique. L'ancienne hall, autrefois remplie de statues de marbre et de lustres silencieux, est devenue une salle commune chaleureuse, couverte de peintures d'enfants. Madeleine parcourait le bâtiment chaque matin avec la même patience qu'elle avait autrefois apportée au manoir Valenti, apprenant le nom de chaque mère et s'agenouillant pour parler à chaque enfant, effrayé à hauteur des yeux. Elle comprenait ce que signifiait posséder une seule valise, compter les derniers dollars dans un portefeuille et se demander si le monde avait décidé qu'il n'y avait plus de place pour vous. Cette compréhension a fait de la Fondation plus qu'une œuvre de charité. Elle en a fait une porte de retour à la vie. À la maison, les enfants continuaient de guérir d'une manière qui aurait semblé impossible autrefois. Léo a commencé à parler en phrases complètes et a découvert que le dessin pouvait aider d'autres enfants traumatisés à exprimer des souvenirs qu'ils ne pouvaient pas encore expliquer. Victoria a rejoint le club de théâtre de son école et a appris à apprécier les applaudissements, sans d'abord vérifier si Mia était en sécurité ou si Léo avait besoin d'elle. La tension a lentement quitté ses fines épaules et le rire est revenu sur son visage, avec l'éclat maladroit de quelque chose qu'elle avait presque oublié. Mia ne rampait plus sous les meubles quand les portes claquaient et elle présentait Madeleine aux professeurs, aux voisins et au personnel de la Fondation avec une confiance féroce comme « ma maman ». Adrian a changé aussi, bien que plus discrètement. Il portait toujours un costume sombre et parlait avec une autorité froide lors des réunions d'affaires. Mais il rentrait à la maison avant le dîner et s'asseyait avec ses enfants, même quand il ne savait pas quoi dire. Il a commencé à leur raconter des histoires sur Isabella, pas seulement sur l'explosion ou le deuil qui a suivi, mais sur son humour, son entêtement et la façon dont elle chantait faux en cuisinant. Un soir, lorsque Victoria a demandé si aimer Madeleine signifiait qu'il trahissait leur mère, Adrian a répondu que le cœur humain n'était pas une pièce avec de la place pour une seule personne. L'amour pouvait rester sans empêcher un nouvel amour d'entrer. Par une chaude soirée de fin de printemps, Adrian a demandé à Madeleine de se promener avec lui dans le jardin derrière le manoir. L'endroit avait autrefois été aussi froid que la maison elle-même, rempli de statues de pierre, de haies taillées et de sentiers de gravier qu'aucun enfant n'était autorisé à déranger. Maintenant, des tulipes, des roses et des hortensias bleues remplissaient les parterres, chaque section choisie par Victoria, Léo ou Mia. De petites lumières pendaient sous une tonnelle en bois et une table avait été dressée en dessous comme pour un dîner de famille privé. Madeleine a vu les 3 enfants attendre et a supposé qu'ils avaient prévu un autre repas surprise. Puis Léo s'est avancé avec une expression sérieuse et a tendu à Adrian une petite boîte en velours. Adrian, qui avait commandé des hommes armés et contrôlé des salles entières sans élever la voix, a soudainement semblé moins sûr de lui que Madeleine ne l'avait jamais vu. Il a pris ses mains, s'est agenouillé et l'a regardé sans l'armure du pouvoir. Il lui a dit que toute sa vie, les gens lui avaient obéi parce qu'ils le craignaient, avaient besoin de son influence ou voulaient accéder à quelque chose qu'il contrôlait. Il n'avait jamais appris à demander quoi que ce soit, car demander signifiait admettre que la réponse pourrait être non. Madeleine était entrée dans son monde alors qu'elle n'avait rien, et n'exigeait toujours rien de lui. Elle avait donné de la patience à Mia, de la sécurité à Léo, une enfance à Victoria, et du courage à un homme qui avait confondu la distance émotionnelle avec la protection. Adrian lui a rappelé les mots qu'elle avait prononcés lors de son entretien, quand elle avait dit qu'elle n'était pas le genre de femme qu'un homme comme lui choisirait. Sa voix s'est adoucie alors qu'il tenait la bague devant elle. « Vous aviez tort, a-t-il dit. Vous êtes la seule femme que je pourrais choisir. Pas parce que mes enfants ont besoin de vous. Pas parce que vous avez sauvé cette famille. Je vous choisis parce que je vous aime, Madeleine Brooks. J'aime votre gentillesse, votre courage et la façon dont vous avez vu l'homme en moi quand tout le monde ne voyait que le pouvoir. » Il lui a demandé de devenir sa femme et la mère de ses enfants. Madeleine a couvert sa bouche alors que les larmes remplissaient ses yeux. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Mia a crié que les 3 enfants l'avaient choisie il y a longtemps.
Madeleine a ri à travers ses larmes et a dit oui. Le mariage a eu lieu dans le jardin sous les mêmes lumières, en présence uniquement de la famille, des amis de confiance et de ceux qui étaient restés loyaux quand la loyauté comportait encore un danger. Victoria a arrangé un bouquet à côté d'une photo encadrée d'Isabella sur une chaise vide au premier rang. Léo a dessiné le programme du mariage et Mia a dispersé beaucoup trop de pétales de fleurs avant de courir directement dans les bras de Madeleine. Madeleine n'a jamais essayé de remplacer la femme qui était morte. Elle a compris que l'amour d'Isabella vivait encore dans les enfants, en Adrian, et dans la famille qu'ils allaient devenir. Sa place n'a pas été construite en effaçant le passé. Elle a été construite en continuant l'amour qu'Isabella avait été forcée de laisser derrière elle. 1 an plus tard, le manoir Valenti n'était plus une forteresse. Les costumes de Victoria pendaient sur les chaises. Les dessins de Léo couvraient les murs. Et les jouets de Mia apparaissaient dans des pièces où aucun jouet n'avait jamais été autorisé. Un soir d'hiver, la famille s'est réunie près de la cheminée, tandis que la neige tombait doucement derrière les fenêtres. Mia a demandé à Madeleine de raconter l'histoire du jour où elle est arrivée pour la première fois. Madeleine a souri et a dit qu'elle était venue parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Victoria l'a immédiatement corrigée. « Tu es venue parce que nous avions besoin de toi. » Adrian a tendu la main sur le canapé et a pris celle de Madeleine. « Non, a-t-il dit doucement. Elle est venue parce que nous avions tous besoin d'être sauvés. » Madeleine a regardé l'homme qui avait autrefois terrifié le monde souterrain de New York, les 3 enfants qui lui avaient appris qu'elle était digne d'amour, et la maison qui était finalement devenue son foyer. Elle avait autrefois cru qu'elle n'était pas le genre de femme qu'un homme qui a réussi choisirait. Finalement, elle a compris que le véritable amour ne choisit pas la beauté, le statut ou la perfection. Il choisit la personne qui reste, guérit les blessures que personne d'autre ne peut voir, et aime les enfants comme s'ils étaient nés de son propre cœur. Madeleine Brooks n'avait jamais été faite pour n'importe quel homme. Elle était destinée à Adrian Valenti, à Victoria, Léo et Mia, et à la famille qui l'a choisie avant qu'elle n'apprenne à se choisir elle-même. Parfois, les miracles de Dieu n'arrivent pas avec le tonnerre, les anges ou les signes du ciel. Parfois, ils arrivent discrètement, déguisés en une personne qui choisit de rester quand tout le monde est parti. Madeleine est entrée dans le manoir Valenti en croyant qu'elle avait tout perdu. Mais Dieu l'a conduite à une famille dont les blessures ne pouvaient être guéries que par l'amour qu'elle portait en elle. Et pendant qu'elle sauvait 3 enfants effrayés et leur père brisé, il lui apprenait aussi qu'elle avait toujours été digne d'amour. Dans notre vie quotidienne, nous ne saurons peut-être jamais à quel point un mot patient, une main douce ou un simple acte de gentillesse peut changer quelqu'un. La personne assise à côté de vous mène peut-être une bataille que personne ne peut voir. Peut-être que Dieu vous a placé sur son chemin, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez le courage de rester. Ne sous-estimez jamais le miracle d'être présent, d'écouter sans jugement, et d'aimer quelqu'un à travers sa saison la plus sombre. Si cette histoire vous a touché au cœur, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que Dieu ne l'a pas oublié. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, et dites-nous si vous croyez que Dieu envoie parfois la bonne personne au moment où nous en avons le plus besoin. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes sur l'amour, la foi, la guérison et les secondes chances. Que Dieu vous bénisse, protège votre famille, guérisse chaque blessure cachée dans votre cœur et vous guide vers les personnes qui choisiront de rester.